Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Lefebvre, je suis MCUPH en immunologie au CHU de Lille, je suis interniste de formation, je suis co-responsable du centre de référence CEREO, donc le centre de référence pour les syndromes hyper-eosinophiliques, qui est coordonné par Jean-Emmanuel Kahn, et je suis très heureux de participer aujourd'hui au jeudi de la filière FAI2R, sur invitation d'Éric Achula, je remercie également, pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse bien sûr, mais un sujet compliqué, parfois délicat, du diagnostic différentiel entre deux maladies finalement assez proches, qu'on associe assez souvent, ne serait-ce qu'à travers les traitements aujourd'hui. On pourra terminer par ces aspects-là, mais on va surtout aborder la question du diagnostic différentiel, comment différencier ces deux pathologies-là, comment les traiter. Donc voilà le sujet que je dois aborder aujourd'hui pour vous, pour ces jeudis de la filière, mes conflits d'intérêts sur le sujet. Et voici l'ordre dans lequel on va aborder les choses. Je vais d'abord vous parler de la GEPA. Quels sont aujourd'hui les outils qui nous permettent de diagnostiquer une GEPA, le SHE par la suite, et puis on essaiera de discuter de ce que l'on peut faire pour les différencier ou pas, et puis comment les traiter. Donc je commence par la GEPA en vous rappelant un petit historique, mais qu'on va faire assez court. Néanmoins, cet historique, il est intéressant parce que ça explique aujourd'hui un certain nombre peut-être de confusions ou en tout cas de réflexions sur le diagnostic différentiel entre les deux pathologies. Donc si je commence par la GEPA, on va pas prendre tous les critères dans le détail, mais vous savez que ça s'adresse en principe à des patients asthmatiques, au moins depuis les critères ACR 90 qui prennent encore aujourd'hui beaucoup de place dans les discussions, et puis on va voir qu'ils ont été réactualisés, mais pas énormément finalement, on en discutera. Donc ces critères ACR 90, ils ont été constitués à partir de patients qui avaient une vascularite diagnostiquée et qui avaient été classés selon qu'ils avaient donc une périartérite noueuse à l'époque, on n'avait pas encore la micropolyangéite, ou bien un Churg-Strauss, ou bien un Wegener, et d'autres vascularites. Et donc quand on a isolé les caractéristiques des patients qui avaient un Churg-Strauss, il y avait un certain nombre de critères cliniques, biologiques, histologiques qui ressortaient, et qui ont fait finalement cette classification du Churg-Strauss à l'époque, de la GEPA aujourd'hui, et on pouvait relever quelques choses très très constantes, comme donc, la présence de l'asthme, on l'a dit, mais qui n'était pas définie, à l'époque c'était juste wheezing, donc des sifflements, des sibilants, donc c'était pas franchement un asthme diagnostiqué, on va dire, dans les règles de l'art, mais il y avait quand même ce critère-là. Pareil pour les anomalies des sinus paranasaux, donc là des termes un peu compliqués pour dire que y avait des douleurs ou des symptômes au niveau des sinus, et puis un infiltrat tissulaire et eosinophile. Alors curieusement, alors que c'était retrouvé constamment chez les patients qui avaient été sélectionnés dans cette série, pas dans la paroi des vaisseaux, mais autour des vaisseaux. Et vous voyez ce terme de extravascular eosinophiles, donc une éosinophilie tissulaire, mais pas forcément au sein de la paroi des artères, des artérioles ou des vénules qui avaient été pourtant bien relevées dans cette étude. Voilà les critères ACR 90, donc il faut bien se rappeler ici, c'est très important pour la suite, qu'il s'adressait à des patients qui avaient une vascularite. Et les critères de Churg-Strauss ici étaient établis entre guillemets par opposition ou par comparaison à d'autres vascularites parfaitement authentifiées par ailleurs. Donc ça, c'était les critères ACR 90. La classification de Chapel-Hill n'a pas dit grand-chose de plus, si ce n'est que c'était de vascularité éosinophile chez des patients asthmatiques qui avaient une éosinophilie, mais que ça touchait les artères, du moins les vaisseaux de petit et moyen calibre. Donc ça, c'était la Chapel-Hill qui a été révisée en 2012, pas de gros changements. Et donc voici cette figure que vous connaissez bien et qui positionne cette GEPA ou Churg-Strauss au sein des vascularites dites à ANCA, même si finalement il y a rarement des ANCA, on y revient, en tout cas c'est une minorité de patients. Il faut citer aussi la classification proposée par le GERMOP et l'ERS en 2017 sous l'impulsion de Vincent Cotin, qui avait proposé justement de recentrer le diagnostic de Churg-Strauss sur la vascularite en proposant des critères cliniques durs, donc de polyangéite, comme l'hémorragie alvéolaire, le purpura vasculaire, l'infarctus sur coronarite, la multinévrite, la mononévrite, ou bien une vascularite à la biopsie, ou bien des ANCA. Et donc là, on était vraiment sur des critères durs de vascularite, au moins authentifiés, sur des critères cliniques durs ou histologiques, la présence d'ANCA, donc toujours chez des patients qui avaient un asthme
et une hyperéosinophilie à plus de 1500 dans ce travail. Vous voyez là déjà, travail qui permettait de recentrer sur le diagnostic de vascularite, alors que les critères ACR90, qui ont oublié qu'ils avaient été appliqués à des patients qui avaient des vascularites, on pouvait avoir suffisamment de critères pour une maladie systémique et éosinophile sans vascularite pour autant. Si on continue avec la dernière réactualisation des critères de classification ACR-LAR, eh bien les voici. Donc on est bien sur les critères de classification et tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant n'était pas des critères diagnostiques, c'est important de le rappeler, c'est des critères de classification qui finalement s'adressent plus à la bonne identification des patients pour des essais thérapeutiques par exemple. Donc ce ne sont pas des critères diagnostiques, ce n'est pas censé être utilisé pour cela. Mais bien sûr, le dévoiement habituel est de s'en servir pour faire des diagnostics de maladies et de traiter en conséquence. Alors que là on est bien sur les critères de classification et cette dernière version ne fait pas exception, on est bien sur les critères de classification. Donc quelques petits commentaires sur ces critères 2022 de l'ACR-LAR. Donc déjà, à nouveau, on garde la même philosophie que les critères ACR90, on compare bien, à d'autres vascularités. Les comparateurs ici étaient les comparateurs habituels, la GPA, la LPA, la PAN, d'autres vascularites, et donc permettaient d'établir pour cette vascularite des petits moyens vaisseaux, par opposition, par comparaison à ces autres vascularites, des critères diagnostiques qui permettaient d'avoir une sensibilité de 75% seulement, mais une spécificité forte de 99%. L'autre élément très important à garder en tête, c'est que les auteurs, les experts qui ont établi cette classification nous incitaient à faire attention aux mimickers, ces maladies qui peuvent imiter la vascularité éosinophile, le Churg-Strauss. Et donc, c'est les vascularites infectieuses, c'est les autres vascularites inflammatoires, bien sûr, et ils ont bien écrit que ça n'était pas fait, et ça n'avait pas été établi pour différencier la GEPA d'autres maladies éosinophiles comme le SHE. Donc là déjà, les auteurs, les experts de la CRLAR qui ont constitué ces critères, ont bien rappelé qu'il y avait un diagnostic différentiel qu'il ne fallait pas oublier, qui était le SHE. Alors maintenant, on peut regarder d'un peu plus près les critères, puisqu'il y en avait 7, et il en fallait 6, du moins il fallait 6 points obtenus à partir de ce score pour faire un diagnostic de GEPA, donc chez un patient qui en théorie a une vascularite. Il suffisait d'avoir, vous voyez, un trouble ventilatoire obstructif, là, la notion d'asthme n'existe plus, donc un TVO, donc là, ça veut dire qu'il faut au moins avoir des EFR. C'est déjà mieux que juste les sibilants. Et une polypose nasosinusienne, ça suffisait pour établir finalement un diagnostic ici de GEPA. Et donc, pourquoi j'ai mis la surprise là, de ce personnage que vous connaissez bien, le quoi, parce que, en fait, asthme et polypose nasosinusienne, pour les pneumologues ou les ORL, c'est la même maladie. Et donc, d'additionner ces deux critères comme s'ils étaient indépendants, finalement, c'est vraiment parler deux fois de la même maladie, cette maladie inflammatoire des voies aériennes. Et cette association, elle est loin d'être fortuite, elle est absolument classique pour les asthmes éosinophiliques a fortiori sévères. La polypose nasosinusienne est très fréquemment associée. Et ça, c'est un peu, je dirais, la vision interniste de la maladie. On empile l'asthme et la polypose comme deux critères différents. Pour des pneumologues ou des ORL, c'est la même maladie inflammatoire de l'arbre respiratoire. Et donc, ça pose un petit souci quand même qu'on les considère indépendamment et que chacun vaille plus 3. C'est normal qu'ils soient souvent retrouvés ensemble. C'est le cas indépendamment, bien sûr, de la GEPA. Donc ça, c'est un premier commentaire qui parle aux pneumologues et je vous invite à en parler avec vos collègues si vous ne l'avez pas encore fait et vous verrez que c'est une situation fréquente. Ensuite, le deuxième commentaire qu'on peut faire, c'est que avec 5 points pour plus de 1000 éosinophiles et 2 points pour une biopsie qui retrouvait des éosinophiles en dehors des vaisseaux, pas seulement dans la paroi des vaisseaux, vous aviez largement assez pour faire un diagnostic de GEPA chez un patient qui là n'a même plus d'asthme ou de polypose, mais une vascularite, 1200 éosinophiles et puis des éosinophiles en dehors de la paroi des vaisseaux, vous avez un diagnostic de GEPA. Bien sûr, à nouveau, chez les patients qui sont censés avoir une vascularite tout de même si là, les critères du coup de diagnostic de vascularite, on les voit pas ici dans cette classification. Donc, c'est à la fois très intéressant comme diagnostic différentiel par rapport aux autres vascularites, on a parlé des comparateurs tout à l'heure, mais vous voyez qu'on peut aller trop vite à un diagnostic peut-être de GEPA si on additionne les critères de classification pour faire un diagnostic qui peut être une construction intellectuelle un peu rapide. Et évidemment, ça n'enlève rien au mérite de ces classifications et de ces critères. Ça a été
un gros travail et il faut le relever, mais bon, par rapport au diagnostic différentiel que j'ai évoqué au début qui est le SHE, et donc bien sûr on va reparler après, on va voir qu'il y a un certain nombre de points de chevauchement qui posent aussi quand même pour faire un diagnostic, et à nouveau indépendamment d'une classification pour l'inclusion dans un essai par exemple. Donc quelques commentaires de manière un peu plus générale. Donc, quand on regarde ces critères, normalement, ça devrait être quasiment que des patients asthmatiques, en principe, hein, quand on regarde l'historique depuis les années 90, avec une vascularite, une hyperusinophilie, où c'est classé dans les vascularites en cas. Pourtant, et vous le savez bien, les ENCA dans la GEPA, c'est 20 à 40% des patients dans les grosses séries. Et puis, on a une présentation clinique qui est assez différente, hein, vraiment 2 salles, 2 ambiances. Vous avez les ENCA, vous avez un profil très vascularitique, avec la glomérulonéphrite, l'hémorragie intra-alvéolaire, la sclérite, bon, des choses, je le dis déjà, qu'on ne voit jamais dans un SHE par exemple. Donc là, c'est chez les patients qui ont un ENCA, des ENCA, pardon. Et quand on n'a pas d'ENCA, on a un phénotype dit éosinophilique ou non vascularitique avec plus facilement des atteintes cardiaques, un épanchement pleural et autres. Et donc là, on est plus dans l'ambiance finalement du syndrome hyperéosinophilique. Donc 2 présentations cliniques différentes selon le statut ENCA qui bien sûr change beaucoup de choses dans la présentation clinique, le pronostic et certainement la prise en charge. Et lorsqu'on regarde les critères ACR 90, eh bien, finalement, si on les applique sans tenir compte vraiment, alors que c'était quand même conçu comme ça, de la notion de vascularité ou pas chez le patient, on peut retrouver des critères ACR 90, 4 parmi 6, chez 60% des patients qui n'ont pourtant pas de vascularité. Donc ça pose à nouveau un souci. En tout cas, il faut rappeler, et c'est vraiment le message ici, que tous ces critères de classification doivent s'appliquer en principe à des patients qui ont une vascularité. Si on regarde ensuite, parce que c'est pas inintéressant, et puis c'est vraiment, c'est aujourd'hui la vraie vie, hein, les critères de classification qui ont été utilisés dans les essais thérapeutiques. Et je vais prendre l'exemple, évidemment pas du tout au hasard, du mépolizumab. Donc ça, c'était l'essai MIRA qui comparait l'efficacité du mépolizumab contre placebo. Et là, il faut regarder ces critères dits de classification, en tout cas des critères d'inclusion cette fois. Il fallait avoir un antécédent ou un asthme actif, hein, oui, history of presence, of asthma plus éosinophilia, donc plus de 1000, et puis 2 critères parmi la liste qui est en dessous. Alors bien sûr, on retrouve la biopsie avec la vascularite, on retrouve la multinévrite, on retrouve l'hémorragie intra-alvéolaire, on retrouve la glomérulonéphrite, mais il fallait que 2 critères parmi cette liste-là. Et donc finalement, asthme, 1200 éosinophiles, les infiltrats pulmonaires et puis des polypes dans le nez, hein, petit ou gros, peu importe, eh bien vous aviez les critères d'éligibilité pour rentrer dans l'essai MIRA au titre d'une GEPA finalement. De la même façon, si vous aviez à nouveau un asthme, 1200 éosinophiles, un polype dans le nez et une atteinte cardiaque établie par échographie ou même IRM, alors là on pourrait discuter très longtemps aussi de la pertinence du critère IRM ici pour un diagnostic d'atteinte cardiaque, sous-entendu si l'échographie était normale ou si la troponine, le CG, tout était normal par ailleurs, eh bien vous avez un diagnostic également de GEPA et vous pouviez rentrer dans MIRA et bénéficier d'un traitement, ce qui peut être très très bien pour les patients, mais à nouveau il faut se rappeler de ces critères d'inclusion qui ne sont à nouveau là, même pas des critères de classification tels que je vous les ai montrés jusque-là, et certainement pas des critères diagnostiques, mais en tout cas, ça donnait éligibilité à l'étude. Je prolonge ce petit commentaire sur l'essai MIRA par un papier que je ne vais pas développer, mais qui est passionnant. Ils ont fait du DIWAS en fait sur des patients qui ont été inclus sur les critères MIRA. Et là, les auteurs dans ce papier, qui n'est pas le papier de l'essai, donc ils ont mis en évidence des associations de variants sur des gènes associés à de la vascularite avec ANCA hors Sjogren's, du Sjogren's ou le GPA avec ANCA, ou bien de le GPA sans ANCA, et donc de manière absolument pas anodine, évidemment, on retrouve un variant à proximité du promoteur du gène de l'interleukine 5, donc qui est la cytokine pro-éosinophile. Et là, pour le coup, dans la discussion, les auteurs ont quand même bien rappelé que les critères MIRA n'étaient pas stricto sensu des critères de GPA et que ça pouvait aussi être des patients SHE qui étaient inclus dans cette étude. Donc là, au moins, ils l'ont glissé, pas dans le papier sur les CTRAP, bien sûr, mais sur ce papier de génomique. Donc, deuxième message clé, on a ici des critères de classification, mais aussi des critères d'inclusion dans les essais qui ne sont pas des critères diagnostiques. Et je pense que c'est important de le rappeler avant de traiter un malade, tout simplement.
Alors maintenant, je vais vous parler des syndromes hyperéosinophiliques, la maladie que je connais mieux. Et donc, en vous rappelant, sans rentrer dans les détails, qu'un syndrome hyperéosinophilique, c'est plus de 1500 éosinophiles dans le sang et une atteinte d'organes attribuée à cette éosinophilie. Atteinte d'organes qui peut être assez diverse, on va le voir après, avec des mécanismes liés à l'infiltrat tissulaire en éosinophile, à la fibrose, de la thrombose, des atteintes cutanées, atteintes neurologiques et autres. Donc, je ne vais pas détailler tout ça, ce n'est pas le but du topo d'aujourd'hui. Je vais juste rappeler deux petites choses. Déjà, c'est que Mathieu Gros vous a fait un flash info sur le PNDS du SHE que je vous invite à aller revoir si vous ne l'avez pas encore regardé, à aller le consulter. Et puis vous avez notre PNDS qui est en ligne pour les syndromes hyperéosinophiliques, qui réexplique un petit peu finalement ces différentes formes de SHE. Parce que le SHE, ça n'est pas que la leucémie chronique éosinophile fibrose, donc les éosinophilies clonales, ça n'est pas que le SHE lymphoïde. En fait, les SHE, ils sont idiopathiques dans une énorme majorité des cas, après qu'on ait écarté les causes parasitaires, médicamenteuses et autres. Donc c'est pour rappeler que le SHE, c'est pas que le clonal et le lymphoïde. Il ne faut pas dire qu'on a écarté un SHE parce que le FIP est négatif et que le phénotypage lymphocytaire est normal. Non, dans 80-90% des cas, justement, c'est pas clonal et c'est pas secondaire à une lymphoprolifération T. Et donc, il faut garder ça en tête aussi. Les manifestations cliniques du SHE, elles sont extrêmement polymorphes, elles peuvent toucher quasiment tous les organes, sauf, s'il fallait en citer deux, le rein et l'œil. Mais sinon, les atteintes cutanées peuvent être extrêmement variées, avec des angioedèmes, de l'eczéma, des vésicules. L'atteinte cardiaque ne se limite pas à la cardiopathie éosinophile classique et la fibrose endomyocardique. On a des myocardites à éosinophiles aussi dans les SHE. On peut avoir des atteintes pulmonaires, on peut aussi avoir des atteintes vasculaires avec des anévrismes, on y reviendra, des atteintes articulaires. Donc vous voyez un tableau qui peut être très localisé à un organe, que la peau par exemple, à une maladie systémique qui peut toucher plein d'organes en même temps. Donc voilà la liste, s'il fallait en faire une, ça fait des tableaux assez moches, mais ça vous donne quelques repères sur le type d'atteinte d'organes qu'on peut voir dans les SHE. Et vous pouvez voir ici qu'on n'exclut pas l'asthme, les infiltrats pulmonaires ou la fibrose pulmonaire, ni la rhinosinusiite chronique ou la polypose nasosinusienne dans les manifestations associées au SHE. Donc ça c'est important bien sûr par rapport au sujet du jour. C'est dans la seule série rétrospective avec plein de biais de sélection, mais elle a le mérite d'exister, date un peu maintenant, 2009. Vous voyez que c'est 44% des patients de cette série qui avaient des atteintes dites pulmonaires. Et parmi ces atteintes pulmonaires, on avait de l'asthme, on avait de la sinusite, de la toux, de l'essoufflement, plein de choses, et les infiltrats pulmonaires aussi. Donc vous voyez que c'était un pourcentage significatif des patients qui avaient au départ ou au cours du suivi, là c'était 44%, d'atteintes respiratoires. Et donc on avait déjà 11% d'asthme isolé chez ces patients. Donc vous voyez, avoir un asthme n'est pas, exclusif du diagnostic de SHE. Et pour le confirmer, il faut prendre ce travail qui a été fait par des pneumologues. Donc, je pense que ça mérite d'être soulevé aussi parce que je pense que les pneumologues sont mieux placés que les internistes pour faire des diagnostics d'asthme, dans les règles de l'art j'entends, ou d'atteinte pulmonaire. Et donc qu'est-ce qu'ils ont relevé dans ce travail de 49 patients? Eh bien que 24% avaient des infiltrats parenchymateux, type pneumopathie chronique éosinophile ou pneumopathie aiguë, mais du verre des polis plus rarement, ou des nodules, mais en tout cas des infiltrats un peu diffus du parenchyme. Il y avait également 27% de patients qui avaient un asthme, dont un certain nombre dans ce travail, dont le diagnostic d'asthme avait été fait récemment sur les critères classiques d'asthme d'un TVO réversible ou confirmé par un test à la métacholine. Et chez un nombre significatif de patients, vous voyez 6 sur les 13 qui avaient un asthme, ces 6 patients avaient un diagnostic récent d'asthme, comme si l'asthme avait un peu précédé le diagnostic de SHE, à nouveau dans un papier de pneumologue, dans une revue de pneumologie. Donc je pense que ça mérite d'être soulevé quand même, indépendamment, et là ça a bien sûr été bien discuté, de toute vascularité et de diagnostic de GEPA par ailleurs. Dans notre cohorte nationale Cohésion, qui est ouverte maintenant depuis 3 ans, avec près de 60 centres ouverts, on approche là des 700 patients inclus. Je n'ai pas réactualisé les données, mais je peux vous montrer qu'on a, sur les données de 2021, on avait quand même 321 dossiers qui étaient complets, et il n'y avait pas 321, mais parmi les SHE idiopathiques et lymphoïdes, vous voyez qu'on avait 29% de patients qui avaient une atteinte pulmonaire et que l'essentiel avait des infiltrats pulmonaires, mais il y avait aussi un asthme chez 19% de ces patients qui avaient une atteinte respiratoire, et 16%
qui avaient une autre atteinte bronchique, et donc ce qu'on peut appeler une bronchite éosinophile avec plein de guillemets, mais en tout cas des bronches épaisses, très remaniées, qu'on considérait comme une atteinte spécifique de leur maladie. Vous voyez que même dans le SHE, et on pourra discuter dans cette cohorte de l'importance de l'asthme ou des atteintes bronchiques sur le diagnostic différentiel, est-ce que finalement ça change quelque chose au pronostic ou au diagnostic de la maladie? Ça, c'est des choses qu'on pourra discuter. Grâce donc à aux données de cette cohorte qui est en cours et dont on va, j'espère, publier les premières données cette année. Donc les deux messages à faire passer ici sur les SHE, c'est que tous les SHE ne sont pas clonaux ou lymphoïdes, il ne faut pas s'arrêter à j'ai fait le FIB, j'ai fait le phéno, j'ai écarté un SHE. Et donc un patient SHE peut avoir un asthme aussi, c'est pas interdit, mais aussi des infiltrats pulmonaires, une polypose nasosinusienne, c'est pas interdit, donc ça peut être une manifestation de la maladie ou bien le terrain de la maladie, tout autant que dans la GEPA finalement. Donc, est-ce que dans le SHE et la vascularite, il peut y avoir une distinction formelle à faire? Donc, on s'est posé la question parce que, il y a quelques temps encore, la vascularite ne faisait pas partie des manifestations du SHE. Donc, on a posé la question parce qu'on avait des cas de patients à Lille, et on a fait une revue systématique de la littérature en appliquant ces critères diagnostiques dits de vascularité éosinophile, qu'on a largement qui nous ont permis, qu'on a constitué en s'inspirant notamment du travail fait par Vincent Cotin et le Germop l'ERS, avec des diagnostics durs cliniques de vascularite ou bien des données histologiques, et bien sûr chez des patients qui n'avaient ni ANCA ni asthme pour retenir le diagnostic de vascularité éosinophile, sinon évidemment c'était des EGPA. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé tous nos patients à Lille. Sur 82 patients SHE qui n'avaient pas d'asthme, on avait 10 patients qui répondaient à ces critères. On a fait une revue systématique de la littérature. Ça a totalisé 117 cas, 117 patients, dont je vais vous présenter rapidement les caractéristiques donc de ces vascularités éosinophiles. Donc on avait des atteintes d'organes qui étaient finalement tout le spectre quasiment de nos maladies systémiques, sauf, vous le voyez, le rein ou l'œil, c'était vraiment marginal, en tout cas pour l'œil, mais la peau principalement, le cœur, le système nerveux périphérique. On va y revenir après pour les autres. Ce que je peux souligner ici, c'est qu'on avait une bonne partie des patients qui avaient un seul organe qui était atteint, et d'autres, donc les autres, qui avaient au moins 2 systèmes qui étaient atteints. Et parmi les vascularites limitées à un organe, c'était surtout de la coronarite, et puis de l'artérite temporale, qui était plus souvent isolée à ces organes-là, ou ces artères-là, que des maladies réellement systémiques. Donc quelques illustrations des atteintes cutanées. Donc on avait 40 cas de patients qui avaient des atteintes vascularitiques, alors dans les formes très classiques ici, du purpura, de la nécrose, du livédo, des choses assez classiques. Mais parmi les vascularites cutanées histologiquement prouvées, donc là cette fois avec vraiment de l'éosinophile dans la paroi des vaisseaux, avec parfois de la nécrose fibrinoïde aussi, eh bien on avait des patients qui avaient plutôt des lésions qui ressemblaient à du prurigo ou de l'eczéma. Vous voyez donc des choses un peu plus circinées comme en bas à gauche, et puis des patients, ça c'était assez retrouvé fréquemment, j'ai d'autres patients diagnostiqués depuis chez moi, avec cet angioedème persistant de la face, et vous voyez des pétéchies un peu sur le visage, et globalement ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des lésions qui grattent, qui sont prurigineuses, y compris sur les lésions qu'on a vues avant, y compris le livédo, y compris les lésions purpuriques, souvent c'était sur des lésions très prurigineuses, donc on voit un drôle de purpura qui gratte, donc dans cette vascularité éosinophile. On avait aussi de la maladie pseudo-Buerger, de la thromboangite oblitérante, avec des présentations assez classiques, si ce n'est que ces patients avaient une hyperéosinophilie sanguine et un infiltrat à éosinophile dans la paroi des vaisseaux quand la biopsie était possible. Donc voilà pour ces présentations cliniques qui font aussi écho au travail qui avait été mené par Julien Romer et Benjamin Terrier pour le GFEV, de ces maladies pseudo-Buerger qui n'étaient pas des GEPA, qui étaient très proches finalement de ce qu'on a décrit après, mais c'était les premiers à avoir rapporté cette entité de maladie un peu pseudo-Buerger avec hyperéosinophilie, très corticosensible, et pour lesquels la question des anti-L5 se posait évidemment chez ces patients plutôt que les immunosuppresseurs, puisqu'ils ne répondaient à aucun autre critère de vascularite tel que défini dans la classification de Chapelil.
Donc les autres manifestations cliniques de vascularité de ces malades, hein, qui je rappelle, pas d'ANCA, pas d'AS, ils avaient quand même de la neuropathie et notamment de la multinévrite. 3 patients sur les 117 avaient une atteinte ophtalmo qui était une sclérite, une épisclérite et une vascularite rétinienne. Il y avait de la thrombose, il y avait de la coronarite, on l'a dit, de l'artérite temporale, de la vascularite cérébrale et des choses un peu plus exotiques. Et puis on avait aussi tout le spectre du SHE avec des manifestations cliniques clairement non vascularitiques qui étaient associées chez bon nombre de patients. Donc là, on peut relever en passant quand même 15 multinévrites, mais également des anomalies dans les sinus, des infiltrats pulmonaires, donc des choses qu'on connaît dans le Sjogren-Strauss, en tout cas dans la GEPA, qui ont été, qui sont largement connues, mais qu'on retrouvait chez ces patients qui n'avaient pas d'asthme et pas d'ANCA aussi. Donc, SHE et vascularite, c'est possible, même sans asthme et sans ANCA. Ce qu'il faut relever, c'est que ça pouvait toucher à la fois les artères de petit, moyen calibre, mais aussi de gros calibre. Hein. On avait les artères des membres, on avait même des aortites, c'était plus rare. Et puis, il fallait signaler, on y reviendra, une CRP qui était souvent basse. Hein. Ce n'est pas une vascularite qui est très inflammatoire. Alors, évidemment, quand ça nécrose, ça va devenir inflammatoire, mais en base, non. Donc, toute vascularité éosinophile n'est pas EGPA, parce qu'on n'a pas d'asthme, pas d'ANCA, je pense qu'on peut quand même être un peu certain. Et donc ça pose la question finalement, à mon sens, hein, de l'importance de l'asthme et de la polypose dans la classification un peu diagnostic différentiel entre ces deux entités. Donc la classification des SHE a été révisée cette année, ou du moins en 2022. Les vascularites font maintenant partie des critères retenus de manifestations cliniques de SHE. Bon, ils ont oublié de citer notre travail, mais on va dire que c'est un détail. L'essentiel, c'est que maintenant la vascularité éosinophile fait bien partie des manifestations admises dans le SHE, en tout cas par le groupe d'experts qui a revu la classification des SHE l'année dernière. Et vous le retrouvez maintenant dans des revues, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc on va dire que cette fois, la vascularite est bien reconnue comme une atteinte de SHE ici. Voilà, donc un SHE peut avoir une vascularite, c'est le message que je voulais vous faire passer ici en espérant vous avoir convaincu chez ces patients qui n'avaient pas d'asthme et pas d'ANCA pour simplifier forcément l'interprétation de nos data chez ces malades. Alors, la CRP, est-ce que ça peut être une aide? Pour faire court, la CRP, vous savez qu'elle est élevée dans les vascularites à ANCA, et c'est le cas aussi dans les EGPA avec anticorps MPO. À l'inverse, elle est toujours basse, à quelques exceptions près, dans les SHE et dans l'asthme éosinophilique ou dans les éosinophilies asymptomatiques. Les exceptions, c'est les myocardites, c'est les thromboses et c'est les pneumopathies éosinophiles. Parfois, la CRP peut être très élevée, alors qu'il n'y a pas de doute sur un Sjogren-Strauss par ailleurs. Et quand on compare dans ces 3 groupes, les patients qui avaient un asthme et pas d'ANCA, mais les manifestations systémiques, un asthme et des ANCA, donc là le vrai groupe de EGPA ANCA-pose, et quand on regarde ce qui se passe chez le groupe qui n'avait qu'un asthme mais pas d'ANCA, on fait une courbe ROC, on voit qu'une CRP à 36 sortait lorsqu'on prenait les 2 groupes comparateurs, contrôle positif entre guillemets avec ANCA et pas d'asthme, pas d'ANCA pour le groupe négatif. Une CRP basse était en faveur d'un SHE. Je ne me prononcerai pas sur une CRP haute, mais en tout cas, s'il fallait amener un biomarqueur, il ne vaut peut-être pas grand-chose, mais une CRP basse, clairement, est un élément pour nous fort en faveur d'un diagnostic de SHE versus GEPA. Alors comment différencier finalement ce qui semble beaucoup un overlap? C'est pas facile, donc on a fait ce tableau qui résume un peu les caractéristiques de la GEPA en cas négative et le SHE, avec Benjamin qui a apporté sa contribution, et on le remercie, Benjamin Terrier, d'avoir relu aussi notre PNDS comme plein d'autres spécialistes qui ont relu et apporté leur contribution à ce travail mené sous la houlette de Mathieu Gros avec Jean-Emmanuel Kahn bien sûr. Eh bien, on n'a pas grand-chose qui permet de distinguer formellement ces 2 entités, et donc nous on considère ça, et d'autres experts le font aussi. On parle d'overlap entre SHE et GEPA. Voilà ce que je voulais vous dire sur les difficultés qu'on peut avoir à différencier les 2 maladies, mais finalement, est-ce qu'il faut? Avant d'aborder les traitements, et là, ça va aller plus vite, parce que finalement, les choses sont peut-être relativement simples. Le traitement de la GEPA, vous le savez, quand il n'y a pas de critères de mauvais pronostic selon le 5-factor score, eh bien, c'est la cortisone. L'épargne, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas de données permettant de décider formellement du traitement immunosuppresseur. L'azatioprine, pas de bénéfice évident en termes d'épargne.
Le rituximab pour l'essai Réova, je vais passer assez vite dessus, mais les données, y compris sur le long terme, qui ont été présentées à la SNFMI à Marseille par l'équipe du GFEV, que ce soit sur les 6 premiers mois ou là sur des données à long terme avec un suivi de 45 mois, pour faire court. Il n'y a pas d'amélioration du taux de survie sans rechute mineure ou majeure dans le bras rituximab versus placebo. Il n'y a pas d'amélioration du taux de survie sans exacerbation asthme et ORL quand on prend les GEPA dans leur globalité. Il y a peut-être un petit signal sur les patients en cas-pause, mais ça reste un petit signal, et donc sur le groupe avec en cas. Donc ce qu'ils exécutent aujourd'hui, c'est les anti-IL-5 et anti-IL-5 récepteurs, parce qu'ils ont aujourd'hui des AMM dans l'asthme, la GEPA et le SHE, donc c'est le mepolizumab et le benralizumab. Les données de MIRA dont j'ai parlé déjà tout à l'heure ont montré le bénéfice du mepolizumab dans cette étude de patients qui étaient des patients GEPA mais qui n'avaient pas d'ANCA, qui étaient sous prédnisone à bonne dose, mais c'était un des critères, avec des éosinos normaux, qui avaient peu ou pas de vascularite. En fait, c'était surtout des patients qui avaient un asthme corticodépendant. Et donc là, le MEPO 300 mg a démontré sa supériorité par rapport au placebo. Il y a l'essai EMERGE qui est en cours, mené par le GFEV, je ne développe pas, mais c'est un essai qui est en cours et vraiment il faut essayer d'inclure les patients dans cet essai. Il y a également l'essai MANDARA qui est encore en cours, les inclusions sont terminées, mais qui compare, dans le cadre d'une étude de non-infériorité, Benra et mepolizumab. En cas de signe de mauvais pronostic, avec un FFS supérieur ou égal à 1, eh bien, vous le savez, l'endoxan est préconisé dans le PNDS de la GEPA, mais il faut rappeler les conditions dans lesquelles eh bien, ce FFS est établi. Donc, c'était établi sur des patients qui avaient une panne ou un short gastro, et c'est comme ça qu'a été établi le FFS. Et pour faire court, eh bien, il faut rappeler surtout ce qu'étaient ces formes grave, atteinte digestive grave, c'était la perforation intestinale, l'hémorragie, ou la pancréatite, ce qui est peut-être plus embêtant, parce que la pancréatite dans les SHE, c'est très fréquent aussi, alors que les hémorragies intestinales ou les perforations, beaucoup moins, même si on en a vu. Les atteintes cardiaques, c'était sur des décompensations cardiaques globales, donc c'est pas la myocardite à l'IRM ou la troponine, hein, c'est vraiment une décompensation cardiaque, donc une atteinte cardiaque sévère, et puis l'atteinte neurologique centrale sévère également. Donc les messages pour la GEPA, on n'a pas de preuve aujourd'hui d'efficacité des traitements immunosuppresseurs. Attention à la définition des formes graves selon le FFS, mais bien expliqué dans le PNDS des vascularites. L'épargne cortisonique, le message essentiel que je dois faire passer ici pour nous internistes, c'est qu'il faut absolument qu'un pneumologue suive votre patient, parce que si c'est l'asthme le problème, il faut un pneumologue spécialisé dans l'asthme qui puisse vérifier que le traitement est bien optimisé par ailleurs. Il y a des réunions de concertation asthme sévère, il faut vraiment y recourir pour ces patients avant de leur mettre une biothérapie à 300 mg, parce que peut-être qu'on peut faire mieux avant la biothérapie, et peut-être que le mepolizumab 100 mg ou le Fasenra, la dose asthme, suffirait chez ce patient. Et sinon, il y a bien sûr les essais. Sur les SHE, je ne vais pas développer tout ce que vous a bien expliqué Mathieu Gros sur les différents profils évolutifs des SHE idiopathiques. On a des traitements adaptés au profil évolutif de la maladie. Je ne vais pas développer ça. Je veux juste rappeler que nous, les corticoïdes, ça marche tout le temps, y compris sur les formes graves. On a sauvé des gens de myocardite catastrophique ou même de perforations digestives qui ont dû être opérées bien sûr, mais on les a mis en rémission sans problème avec des corticoïdes seuls. Donc pour nous, il n'y a pas de sujet sur le traitement d'attaque, c'est corticoïdes. Et on a un enjeu d'épargne par anti-IL-5 ou anti-IL-5 récepteur. On a maintenant l'AMM pour le mepolizumab comme dans la GEPA avec le Nucala. Et puis on a des essais également en cours pour les anti-IL-5 récepteurs. Je termine, je vais passer sur ces essais qui ont abouti à l'AMM. Les données sont sorties, elles sont disponibles. Le benralizumab, c'est encore en cours. On a une phase 2 qui était très positive. Et donc, on a encore l'essai Natron qui est en cours. Je ne développe pas tout ça. Donc, le SHE, c'est les corticoïdes. Et après, on n'a aucune place pour les traitements immunosuppresseurs. C'est vraiment des traitements à visée d'épargne dont on a besoin pour nos patients. Et en cas de doute, n'hésitez pas à nous solliciter via le centre de référence, via le mail que vous trouverez sur notre site internet, via les centres de compétences. Et on a une RCP nationale qui est tout à fait ouverte à la discussion sur ces traitements d'épargne. Donc, pour terminer, si on devait vraiment caricaturer un peu le message, parce que c'est peut-être, c'est pas forcément une faute. Dans le SHE, forme grave ou pas grave, eh bien c'est les corticoïdes. Dans la GEPA, s'il n'y a pas de signe de gravité, c'est aussi les corticoïdes en première intention. Et puis l'endoxan, s'il y a des signes de gravité qui répondent aux critères du FFS. Et puis quand il faut mettre de l'épargne, je pense qu'aujourd'hui, pour l'asthme, c'est le rôle du pneumologue d'accompagner la discussion sur est-ce qu'il faut une biothérapie à dose asthme. Par exemple, s'il n'y a que 600, 700 éosinophiles
utile et qu'il faut passer en dessous de 5 mg de prédnisone, c'est certainement pertinent. En tout cas, il faut avoir ces discussions collégiales. Et quand il y a des manifestations extra-respiratoires, une grande hyperéosinophilie, un haut niveau de corticodépendance dans le SHE et la GEPA, on a maintenant les AMM pour le NUCALA, on a les essais thérapeutiques en cours, et donc il faut absolument proposer ces traitements remboursés ou bien l'inclusion dans les essais à ces malades. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie à nouveau la filière FAI2R de cette invitation à discuter de ces sujets peut-être un peu nosologiques, mais derrière la nosologie, il y a des traitements et des stratégies thérapeutiques dont on voit qu'elles convergent aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est important de rappeler qu'on a aujourd'hui des traitements qui marchent et c'est une chance pour des malades GEPA, SHE ou ces overlaps GEPA, SHE, selon le statut asthme ou pas, on pourra discuter, j'espère, dans les mois, années à venir, de la pertinence de l'asthme dans le diagnostic différentiel, finalement. Ça le sera peut-être pas. Et ça, c'est les données en vraie vie qui sont aussi dans nos cohortes et dans nos registres qui vont peut-être nous permettre d'avancer là-dessus. Encore merci de votre attention et merci de votre écoute.